Bon, ça va être un petit peu provocateur, il y aura beaucoup d'images et je vais y aller à la hache. Il faut créer un débat. Dans l'imaginaire collectif, le modèle de la ville historique avec son centre dense, vous voyez là le centre de Neuchâtel avec ses faubourgs, fait référence lorsqu'il s'agit de promouvoir une urbanisation durable. Et bon, ok. Super le système. Oui. Ok. Jusqu'à la caricature, n'est-ce pas, avec des références tout à fait historiques. Cette ville dense est généralement pensée comme un modèle absolu de durabilité urbaine. Moi, je dis que ce n'est pas si évident que ça. Et je pose la question de savoir, d'une part, si c'est faisable, d'autre part, si c'est désirable. 2 points pour commencer. Depuis plus d'un demi-siècle, quand même, la dynamique territoriale urbaine est marquée par la fragmentation et par l'étalement, malgré tous les efforts déployés pour la limiter, quelle que soit la taille de la ville, quelle qu'en soit la configuration administrative, quels que soient les choix politiques qui y sont faits. Même les villes durables dites en contraction, les shrinking cities, ou en déprise, sont touchées par ce phénomène. C'est donc qu'il y a quand même une force à l'œuvre relativement importante. D'autre part, je voudrais rappeler qu'une ville ne peut se maintenir et exister qu'en reportant sur d'autres espaces les contraintes de sa survie. Transfert des pollutions, des activités polluantes, achat sous-évalué de ressources naturelles, et même si j'ose m'exprimer ainsi, exil d'une partie de... Oh, pardon, j'ai été trop vite. Non, c'est bon. Exil d'une partie de sa population vers des espaces périphériques lorsqu'ils n'ont plus les sous pour habiter en centre-ville. Les nuisances sont exportées, les ressources sont importées. Cette ville, dans ses limites administratives, ne respecte qu'en apparence les conditions générales de la durabilité. Elle en rejette le coût économique, social et environnemental sur des espaces voisins ou éloignés. Elle est donc en situation de durabilité importée, pour reprendre les termes de David Pearce. Ça veut dire qu'il est temps de penser autrement. Non, la densification urbaine n'est pas l'alpha et l'oméga de la ville durable. Non, il n'est pas possible de penser la durabilité urbaine en se limitant aux seuls centres urbains. Oui, il est crucial de penser les transitions à la durabilité sur des ensembles suffisamment vastes pour inclure les aires suburbaines, les espaces périurbains, ainsi que les espaces ruraux et naturels adjacents. Il s'agit donc de définir comme espace de travail un continuum urbain-rural. D'ailleurs, pourquoi diable distinguer urbain et rural par une frontière imaginaire avec des centres urbains denses en opposition à un ailleurs qui ne devrait pas être urbanisé? L'urbain d'aujourd'hui n'a pas de limite ou alors très flou. Les modes de vie, les équipements, les aménités sont les mêmes, rigoureusement les mêmes, à la ville et à la campagne. Alors, comment concevoir une urbanisation durable, prenant en compte le continuum urbain-rural? Comment on fait? Existe-t-il un type d'arrangement, un type d'organisation socio-spatiale qui transformerait en profondeur le tissu urbain? Oui, il en existe un, et son nom est l'agriculture urbaine. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'agriculture urbaine? C'est quoi l'agriculture urbaine et surtout quel est son objet? S'agit-il de ces constructions truffées d'écotechnologies agricoles qui ont proliféré depuis les années 90 dans le sillage des Smart Cities, tels que ces arbres autour, tels que ces édifices d'agriculture verticale, vertical farming, ou encore ces toits d'immeubles mis à contribution de manière systématique? Ben non, pour moi ce n'est pas vraiment ça l'agriculture urbaine qui nous intéresse ici. Et pour plusieurs raisons. Première question, quelle est la réelle productivité de ces dispositifs ultra-techniques, sans compter le coût de réalisation et leur maintenance? Il faudrait rappeler quand même qu'une vache, dans la durée de sa vie, a besoin d'1,5 hectare de surface en herbe.
voyez, on voit vite qu'il y a un fossé assez gigantesque entre le rêve de production agricole et la réalité. Et quand je parle de rêve, si on peut appeler ça un rêve. Deuxième point, comment ces choses vont-elles s'insérer dans le tissu urbain? Juste pour imaginer, vous vivez là-dedans, voyez. Troisièmement, outre le caractère peu réaliste sur lequel j'ai insisté jusqu'ici, que dit ce genre de dispositif, et les smart cities en général, du rapport entre l'homme et son environnement dans la ville? Comment peut-il agir et vivre dans un tel urbain, concrètement? Et il convient à ce moment-là de rappeler que l'environnement, loin d'être une transcendance qui s'imposerait d'elle-même, est construit par les sociétés. Un environnement pollué peut constituer un milieu où il fait bon vivre, comme en témoigne le prix du mètre carré au cœur de Paris, de Londres ou de New York. Et qu'à l'inverse, un environnement à l'air pur et à l'eau propre peut être tout à fait invivable, comme en témoignent certains lotissements périurbains et certains grands ensembles dégradés. Les dispositifs techniques en eux-mêmes, aussi sophistiqués soient-ils, ne peuvent être qualifiés de durables. Un marteau peut planter un clou ou fracasser un crâne. C'est la main qui tient le marteau qui va en déterminer l'usage. Le dispositif en lui-même ne dit rien. Il en résulte que l'efficacité d'une politique durable réside en grande partie dans son appropriation par les populations concernées. C'est une question qui est totalement négligée dans ces agri-architectures. Pour, rions un peu, l'actuel schéma régional d'Île-de-France prévoit un objectif quantitatif de 10 mètres carrés d'espace vert par habitant, comme s'il suffisait de mettre du vert pour être subitement durable. En réalité, penser le continuum urbain-rural par l'agriculture urbaine ne consiste pas à ajouter des parcs aux parcs et des dispositifs de type Smart Cities à des espaces urbains déjà bien artificialisés, mais plutôt développer des actions et des projets pouvant être appropriés par les habitants et qui renforcent la cohérence du tissu urbain. En conséquence, la forme d'agriculture urbaine qui nous intéresse ici est plutôt celle des jardins communautaires, des jardins familiaux, des jardins ouvriers, mais aussi des micro-exploitations agricoles. Il y en a à forte valeur ajoutée. Ce sont trois choses certes très différentes, mais qui sont quand même très reliées entre elles, on va le voir. Ces agricultures varient beaucoup avec le climat, le fond culturel, la situation économique. Dans nombre d'espaces urbanisés d'Amérique centrale ou d'Inde, par exemple, il s'agit d'une question de sécurité alimentaire, voire de survie. On le voit là à Santiago de Cuba. La situation est totalement différente en Europe ou en Amérique du Nord. Là, ce n'est pas vraiment une affaire de nourriture. Les clés sont plus dans l'innovation sociale, l'amélioration du paysage urbain, la qualité de vie. Mais quand on regarde les deux configurations, au fond, même si c'est très différent, la forme reste la même. Et il y a une raison à ça, c'est que ces agricultures ne sont pas des idées si récentes que ça. Il ne s'agit certainement pas d'une création ex nihilo du développement durable. Je voudrais quand même rappeler qu'à Amiens, depuis plus de 20 siècles, on a des ortillonnages qui sont de l'agriculture urbaine, qu'à Mexico, à Xochimilco, on a de l'agriculture urbaine de l'époque des Aztèques depuis le XIIIe ou le XIVe siècle. Et que lorsque la ville de Yaoundé a été fondée au Cameroun au XIXe siècle, on y a volontairement développé une agriculture d'interstice qui était une agriculture urbaine. D'ailleurs, j'ai oublié de cliquer, mais les jolis ortillonnages à Amiens, vous voyez, ça date pas d'hier, avec la cathédrale d'Amiens au fond, vous avez ici les chinampas de Xochimilco, et vous avez ici, du côté de Yaoundé, des champs cultivés en pleine ville. Et dans ces exemples historiques, comme aujourd'hui, le lien entre agriculture urbaine et aménagement fonctionne d'autant mieux qu'il se produit en dehors des clous, quand personne ne regarde, et en dehors des procédures bien bordées conçues par des élus ou des praticiens de l'aménagement. Et je vais vous donner un exemple qui va illustrer ce travail, qui est celui des jardins de la Fournière, qui vont montrer dans la banlieue de Nantes, enfin à Nantes même, comment des habitants peuvent investir et transformer leur espace de vie pour influer finalement sur l'action publique par l'agriculture urbaine. C'est un endroit où une friche a été transformée par ce que l'on peut qualifier de jardinier squatteur,
pour être finalement intégré dans un projet d'aménagement. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire sur ce cas-là. À l'origine, La Fournière était un village à l'ouest de Nantes qui a été intégré dans la ville en 1908. Vous voyez, là, c'est bien à l'intérieur. Et je peux même vous situer La Fournière qui est ici. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. Bon, il est au milieu. Voilà. Il s'est industrialisé au XIXe siècle essentiellement grâce à des conserveries liées au maraîchage qu'il y avait à proximité. Vous voyez, les petits pois, les carottes, voilà, tout ce genre de choses. Les industriels locaux fournissaient traditionnellement des jardins à leur personnel, paternalisme industriel, jardins ouvriers. Dans l'après-guerre, Nantes s'est commencé à se transformer en profondeur et on a commencé à construire, comme dans beaucoup d'autres villes, des logements sociaux et de nombreux projets d'architecture routière qui allaient avec. Le site de La Fournière a été concerné et une autoroute pénétrante devait d'abord le traverser. Et là, jamais vu le jour. Puis d'autres projets se sont succédés. Et ils n'ont jamais vu le jour non plus. Les jardiniers ont été expulsés au début, donc plus de jardins, les jardins détruits. Et comme rien ne se faisait, on a fini par avoir un vaste terrain vague de 3 hectares, en cœur de ville. Les gens qui vivaient à côté, principalement ceux qui habitaient, vous voyez comme c'est poétique et agréable, les bars, et qui n'avaient pas de jardin à eux, certains venant de l'autre côté de la Méditerranée, d'autres étant des familles de paysans en France ou ailleurs, ont commencé à lorgner ces terres abandonnées qui leur tendaient les bras. Et ils ont fini par s'y installer. Au début des années 90, on comptait plus de 70 jardiniers squatteurs qui faisaient vivre les lieux. Alors, pour avoir un terrain à La Fournière, c'était très simple. Il suffisait de commencer à travailler la terre, et si personne ne vous tapait dessus, s'il n'y avait pas de réaction hostile, c'est bon, le terrain était à vous, vous pouviez commencer à le border. Mécanisme d'ailleurs très bien décrit par, je m'inspire beaucoup de ces travaux-là, dans cette partie, par Elisabeth Pasquier, qui a fait un travail tout à fait remarquable sur La Fournière dans le courant des années 90, une sociologue. Tous ces jardiniers avaient conscience, bien sûr, de la précarité de leur situation. Ils savaient bien qu'ils pouvaient être expulsés n'importe quand, puisque les jardins n'existaient pas officiellement. Et cela a contribué à créer une certaine solidarité entre eux. Et c'est dans ce contexte très particulier où tout allait bien, Madame la Marquise, hein, on avait des jardins, les gens cultivaient leur bout de terrain et faisaient pousser des choux, que la ville de Nantes décide, tout à coup, de créer, au milieu des années 90, un parc municipal sur ce terrain qui est toujours supposé être un terrain vague, puisque personne ne sait officiellement ce qui s'y passe. Et c'est là que quelque chose d'inattendu se produit. Les jardiniers auraient pu abandonner le terrain, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu rentrer dans une opposition frontale stérile au projet, il y en a beaucoup. Non, ils s'organisent pour imposer leur point de vue, avec l'aide, c'est vrai, de Pasquier, et ils demandent à participer aux décisions au nom de l'intériorité de leur présence sur le site. Bon, par la même occasion, quand même, charité bien ordonnée commence par soi-même, ils tentent aussi de légaliser leur situation, mais c'est de bonne guerre. Et on voit émerger une forme d'intelligence collective et une forme d'identité collective avec elle, qui est apparue de manière spontanée, avec un catalyseur, bien sûr, qui est Pasquier, mais quand même. Et ils rédigent alors un rapport sur ce qu'est devenu La Fournière, en valorisant leur réalisation, en montrant son importance pour la ville, avec un document qui met en avant le lent travail de défrichage et de replantation, la création de biens communs, la valeur urbaine de ces jardins. Et ces jardiniers essaient de démontrer que La Fournière fonctionne très bien en l'état et que le nouveau projet de la municipalité risque surtout de détruire le fragile équilibre qu'ils ont réussi à mettre en place. Pour mettre à la place, quoi ? Un pâle équivalent standardisé de tous les parcs qui échouera, bien entendu, à remplir, comme tous les autres, ses fonctions sociales, ses objectifs sociaux et environnementaux. À moins, bien sûr, disent les jardiniers, de prendre en compte leur expérience et l'organisation spatiale existante. Et ils vont porter ce projet, ce rapport à la mairie, avec le soutien d'un certain nombre de sociologues nantais, et commencer à pratiquer un lobbying intensif en réclamant de devenir partenaire dans la réalisation du projet. Les aménageurs de la ville de Nantes comprennent que l'opposition des jardiniers au projet n'est pas une simple réaction NIMBY classique, mais l'expression quand même d'un savoir-faire collectif. Et ils comprennent surtout, parce que c'est ça l'important,
il ne faut pas se leurrer, ce qui se passe sur le plan politique. C'est-à-dire l'émergence d'une proposition alternative, structurant une forte communauté locale et par conséquent de nombreux électeurs. Ils acceptent donc de discuter avec le collectif de jardiniers. Alors, les négociations de l'avis des deux parties ne sont pas une promenade de santé, mais à la fin d'un long processus, et contre toute attente, la ville décide de soutenir le projet alternatif des jardiniers et d'abandonner le sien. Le nouveau projet prévoit un parc organisé autour des jardins existants qui forment des îlots, avec des sentiers qui les entourent et qui les relient. Le centre du parc devenant un espace d'initiation à l'écologie urbaine par la récupération, sélection des déchets, compostage, apprentissage de la biodiversité, plus une piste de pétanque, important la piste de pétanque. Les jardiniers définissent aussi des règles de fonctionnement et de savoir-vivre, dans lequel couper un arbre dans son jardin devient une atteinte à l'un des nouveaux biens communs, par exemple. Donc il y a des règles assez contraignantes que les jardiniers s'imposent eux-mêmes, c'est intéressant. Et nous allons maintenant voir ce que donne la Fournière aujourd'hui. Voilà. Il s'agit d'un endroit un peu magique qu'on ne peut atteindre qu'à pied. Des chemins étroits vont conduire à une grande clairière couverte de potagers, parsemée d'arbres et de buissons, avec des réservoirs faits de vieux récipients et de tonneaux qui vont entourer des cabanes en matériaux de récupération, on en a un certain nombre, avec deux chemins plus larges qui vont traverser le site et qui ont été créés à l'origine, c'est important, par les pas des milliers de personnes pour qui la Fournière est devenue un raccourci. C'est le bon raccourci pour aller travailler à l'école ou faire ses courses. Et quel raccourci quand même, hein ? Vous voyez ? Avec des fleurs, des oiseaux, des odeurs. Plus, en bonus, le bonheur de traverser un espace désordonné en apparence, conçu en dehors de tout plan d'aménagement originellement. Bref, un vrai goût de liberté. La Fournière est aussi un théâtre social, elle l'est devenue, dans lequel les jardiniers réinventent leur vie. Des adultes finissent par pouvoir jouer dans des cabanes et finissent par pouvoir retomber en enfance. Et cette parenthèse dans une vie autrement ordonnée est un formidable espace de sociabilité, autant pour les jardiniers que pour ceux qui traversent quotidiennement cet endroit. Le plus grand mérite de la Fournière est certainement que des individus très divers ont agi ensemble pour construire quelque chose de beau et qu'ils ont réussi à imposer leur vue d'une manière très constructive. Mais ce cas montre aussi comment des interstices urbains peuvent être le terreau d'innovation sociale pour peu qu'on leur foute la paix, pour peu qu'on laisse faire les dynamiques spontanées et qu'elles s'expriment, quitte, bien entendu, à les accompagner après coup. Et pour revenir à mon propos du début, cela montre aussi l'intérêt de l'agriculture urbaine. La Fournière nous parle de quoi ? Elle nous parle du pouvoir des habitants à modeler leur espace de vie. Elle nous parle sous une forme nouvelle du droit à la ville d'Henri Lefebvre. En fait, la transition urbaine à la durabilité, à laquelle ces jardins participent, suppose bien d'impliquer tout le monde dans les décisions et dans la définition de projets, pas seulement en les consultant. Et l'agriculture urbaine se prête particulièrement à ça. Bien sûr, un des problèmes majeurs de cette agriculture est son caractère habituellement temporaire, sinon éphémère. Comme le montre Ulf Sandström, les jardins et les micro-exploitations disparaissent tôt ou tard, et finalement assez vite, sous la pression urbaine permanente. Croissance, densification, accroissement des prix du foncier, etc. Il est donc difficile d'inclure cette agriculture dans des aménagements urbains pérennes. Eh bien, vous savez quoi ? La Fournière nous donne des clés pour y parvenir. L'important est de mettre ces terres agricoles au cœur du tissu urbain, des terres qui le pénètrent dans ses moindres recoins pour former un substrat reliant les différentes composantes de la ville et fournissant des aménités, paysages, loisirs, nourriture, biodiversité et liens sociaux. Vous voyez, vous aviez ça au début, mais vous avez aussi ça c'est à Lille, meilleure tondeuse à gazon. C'est finalement ce dont nous a parlé il y a quelques dizaines de minutes de ça,
sous un autre angle et une autre manière également André Villejun, avec les espaces productifs continus. Comme j'ai pu le montrer dans un article récent paru chez Springer, qui était « Insights for a Better Future in an Unfair World », une ville n'est pas uniquement le produit de la volonté des architectes, des aménageurs et des politiques. Elle se nourrit aussi des usages, des pratiques et des valeurs de ses habitants. Et cela demande du temps. À contrario du rythme frénétique imposé par les calendriers électoraux, les contraintes de la construction ou les intérêts à court terme, l'agriculture urbaine montre le bon usage de la lenteur, pour reprendre les termes de Pierre Sansot. Si les différents projets démentiels des années 70 étaient arrivés à leur terme, ces jardins n'auraient jamais existé. Et je crois qu'il reste 10 minutes, et moi j'ai terminé, parce que j'avais prévu qu'il y ait des questions. Et comme je sens que je vais me faire sauvagement agresser, je fais cette petite image qui présente la situation dans laquelle je vais me trouver dans 2 minutes. Sortez les fusils. Merci. Bon, messieurs, dames, il y en a des questions directement à François, et puis après, on pourrait, je dirais, des questions de compréhension plutôt, parce que après, on pourrait entrer en discussion avec les 2 précédents de François. C'est à vous maintenant. Vincent ? Oui, moi, j'ai une question qui part du début de votre intervention. Pourquoi opposer cette forme d'agriculture qui est merveilleuse, qui est récréative, on passe à travers, il y a des gens qui sont bien, etc., à ce qu'on peut faire par ailleurs de façon un peu plus technologique, qui a également été montré par André Villejun, en toiture, voire dans des bâtiments d'installation artificielle, et qui ont une fonction différente. Est-ce que l'un et l'autre ne sont pas complémentaires, plutôt que de un petit peu chercher, enfin, c'est un peu ce que je ressens dans votre propos, à les opposer? Oui, j'ai essayé, comme je disais au début, d'y aller à la hache, pour essayer de simplifier les choses de manière à créer la discussion. En gros, l'histoire du marteau est assez représentative. Je vois actuellement des dispositifs techniques de ce type comme des poulets à qui on aurait coupé le cou, c'est-à-dire qui courent dans tous les sens, avec finalement assez peu, peu de réalisations concrètes et peu de réflexion sur ce que ça amène la manière dont on peut penser la ville. Donc c'est comme le marteau, c'est neutre, à savoir qu'effectivement on peut envisager des cultures sur toit. Et d'ailleurs, parmi les diapositives que j'avais, il y avait le cas de la ville de Santiago, où des gens spontanément, depuis des dizaines, voire des centaines d'années, utilisent leur toit pour cultiver des légumes. C'est très bien. Je pense effectivement qu'après tout, pourquoi pas, de l'agriculture verticale, ça peut être très bien, mais s'il s'agit de dispositifs créés par la société Tartampion, complètement déconnectés des envies des habitants, à un coût exorbitant, parce que, bien entendu, ces choses que l'on met en hauteur demandent une maintenance, une construction difficile, est-ce que l'enjeu en vaut vraiment la chandelle? Voilà. Je pense que l'agriculture urbaine est importante, ne se limite pas à ces choses un peu bling-bling qui sont certainement possibles qui est certainement possible de développer dans les dizaines ou les vingtaines ou les trentaines d'années à venir, que sais-je. Mais quand même, on a d'autres choses à faire maintenant, et pour l'instant, je vois un marteau tout seul, sans personne pour tenir le manche. Ou alors des préoccupations de rentabilité financière, de production agricole massive, de gestes architectural pour architectes en mal d'égo, etc., etc. Et donc j'ai un petit peu de mal à voir les gens qui vont vivre là-dedans. Voilà, on sait ce qu'ont donné les grands ensembles, qui au départ étaient des idées très généreuses. On sait ce que donne un certain nombre d'idées comme ça, lorsqu'elles ne sont pas appropriées et qu'elles arrivent comme ça, comme des ovnis. Et franchement, ça ressemble à des ovnis. L'idée la plus généreuse du monde est vouée à l'échec. Donc je ne veux pas les opposer, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et que l'on ne peut pas, ici et maintenant en 2015, imaginer l'importance de l'agriculture urbaine uniquement à travers des exploitations agricoles qui n'ont rien à envier aux champs de maïs ou de betteraves que l'on a à l'extérieur, sauf que c'est dans la ville, dans des dispositifs excessivement coûteux en énergie, en maintenance et en construction. Même si ce n'est pas une opposition. Oui, on pourrait effectivement, l'idée de la ville de Paris qui est très différente, qui est par exemple d'aménager les toits de Paris et de les végétaliser, les toits sont là, profitons-en, très bonne idée.
C'est quand même assez différent des fermes en hauteur avec des dispositifs très très complexes qui sont faits ad hoc, qui sont faits pour ça. Voilà. Mais bon, après, on peut être en désaccord profond, c'est pas... Oui, je voudrais revenir sur les responsabilités, en quelque sorte, qui sont à rechercher. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a certainement une responsabilité chez les élus. Mais il y a aussi une responsabilité auprès de ceux qui conseillent les élus. Et là, je me tourne, moi, vers les enseignants. C'est-à-dire, actuellement, on a un clivage absolument désastreux entre l'enseignement du monde de l'agriculture et du jardinage vers les ingénieurs en agriculture, etc., et en forêt, et de l'autre côté, des formations en urbanisme, en architecture, mais qui ignorent complètement ces domaines. C'est-à-dire que lorsque l'élu ensuite a à choisir, il écoute plus volontiers les spécialistes et les experts de la ville. Et là, je crois qu'on a une origine, et c'est notre responsabilité d'enseignants d'y avoir contribué. Est-ce que tu ne penses pas la même chose? Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais je n'étais pas en train de pointing fingers, je n'étais pas en train de désigner des responsables. Je pense que les politiques ont leur calendrier, il est très bien. Les constructeurs ont aussi des calendriers d'échéance, il est très bien aussi. Simplement, parfois, ça parasite des choses à plus long terme. Ça pose un problème. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les enseignants pourraient être plus présents là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais on pourrait en dire autant des praticiens architectes ou autres dont on sait que c'est quand même l'architecte du prince, et dans lequel l'ego est... Et on pourrait même aller plus loin et se poser la question de savoir si les gens sont prêts à se mobiliser et s'ils pensent, quand ils votent, à tous ces aspects. Donc tout le monde est responsable dans cette affaire, évidemment. Mais je ne cherchais pas à savoir quel était le responsable. J'essayais juste de dire, ben voilà, il y a une dynamique qui est celle-là, elle pose un problème, et on a une solution, un embryon de solution, parce que, évidemment, la fourmilière n'est pas applicable partout. Les collectifs peuvent aussi aboutir à des catastrophes majeures. Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en charge, mais c'est une piste, quoi. Et c'est important que les gens participent à la décision. Et participer à la décision, ça veut dire savoir que les biens communs nous appartiennent. Et ce n'est pas seulement être consulté à un moment donné pour donner son avis sur quelque chose qui a déjà été décidé. Ça veut dire le co-construire. Ah, c'est bien plus compliqué, ça prend du temps. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu disais, mais il y a plein d'autres responsables.